Après le ministre de l'Intérieur, la secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, est arrivée en Guyane aujourd'hui. Une semaine de déplacement dans plusieurs communes pour dresser un état des lieux sur la biodiversité dans le territoire. Elle a rencontré les médias cet après-midi. Un BTS bâtiment, c'est une première en Guyane. La formation dans le secteur du BTP est lancée au lycée Damas à Remire-Montjoly. A été présentée ce matin, filière constituée de 18 étudiants, une aubaine à venir pour les professionnels du secteur. Enfin, chaque année, la compagnie théâtrale Coco-Lampou propose une formation sur casting. Une dizaine d'étudiants travaillent depuis 2 semaines avec des metteurs en scène venus de l'Hexagone. De grands espoirs à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre tout de suite avec l'arrivée de Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité. Elle restera 7 jours dans le département avec des déplacements prévus dans de nombreuses communes. Un séjour pour se pencher sur le travail mené en faveur de la protection de la biodiversité en Guyane. Il sera aussi question de la légitimité de la collectivité territoriale en la matière. Je vous propose de l'écouter au micro de Jonathan Lariot. Je crois vraiment qu'on est à un moment où on se rend compte que la biodiversité, donc la nature, les paysages, etc., c'est pas juste joli à mettre sous cloche. Non, ça peut être un grand vecteur de développement économique et comme vous êtes extrêmement riche là-dessus, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. D'ailleurs, on en a parlé, notamment sur la question de l'appât. D'une manière générale, il faut qu'on puisse exploiter nos richesses de la manière la meilleure possible. On voit que la lutte contre l'orpaillage illégal, c'est une lutte très difficile, très délicate, mais moi ce que je veux surtout, c'est que les Guyanais puissent retirer une richesse du minerai aurifère. Mais je veux prendre le temps de sentir comment ça se passe ici, d'écouter les gens, d'écouter et de voir. Voilà. Je ne viens pas en disant je sais tout d'avance. Au contraire, je viens vraiment pour apprendre, pour ressentir. Vous pensez que ça aura un impact à moins d'un an de la présidentielle ? Pour le coup, ça n'a strictement rien à voir avec l'élection présidentielle. Oui, j'ai entendu des choses là-dessus, mais il s'avère que j'avais fait cette promesse de venir en Guyane à vos parlementaires pendant l'examen de la loi sur la biodiversité. Je devais venir en juillet, ça n'a pas pu se faire parce que justement la loi est repassée à ce moment-là au Parlement. Donc je fais simplement appliquer la promesse que j'avais faite à vos parlementaires. Je suis très très heureuse de la faire et d'être ici. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, l'Agence régionale de la santé a annoncé mercredi le décès d'un grand prématuré au service de réanimation néonatale de l'hôpital de Cayenne. Une mort causée par un staphylocoque doré, le 5e cas au Char depuis juin dernier. Le service néonatal doit-il fermer par mesure de sécurité? On écoute à ce propos le président de l'association des usagers de l'hôpital. Le nourrisson qui est mort en France, le service a été fermé. Parce qu'à 2 kilomètres, à quelques kilomètres à côté, il y a une autre maternité. Le souci aujourd'hui, on parle bien, et ça entre guillemets de plus en plus, il faut le dire, que l'hôpital Charles, qui est l'hôpital de référence de la Guyane, ben c'est le seul établissement de santé qui est équipé d'un service de réanimation et d'un service de soins intensifs pour les nourrissons. On l'a dit qu'il y avait 9 nourrissons qui étaient contaminés. En fait, ils étaient infectés. Est-ce qu'on va continuer à compter nos morts? Mais si on ferme le service, ça veut dire qu'en fait, quand on les tue immédiatement, on les tue tout de suite. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas fermer ce service-là, et comprenez-le bien, ça va être une décision criminelle, parce qu'on ne peut emmener ces gamins-là nulle part, ces nourrissons nulle part. Parce que l'hôpital de Cayenne, c'est l'hôpital de référence. Il n'y a aucun établissement de santé qui est équipé de la sorte. Mon pays, nous pays, mon cas des autres qui en fait a pas, nous pas une catastrophe naturelle majeure, mais nous avons des catastrophes humaines. Nous avons de la négligence humaine qui a même conséquence qu'une catastrophe. C'était un projet de longue date. L'imagerie médicale anti-Guyane arrive au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Il s'agit d'une plateforme de données permettant de transférer des résultats de scanner ou d'IRM d'un établissement à un autre. Une avancée considérable pour la santé dans l'ouest du territoire. À ce jour, 35 sites bénéficient de cette technologie, parmi lesquels Kourou et Cayenne. Les précisions du responsable de l'organisme en charge de sa mise en place.
C'est une architecture en réseau qui va permettre effectivement sur des fichiers qui sont lourds, les fichiers d'imagerie, de pouvoir être partagés grâce à un réseau qui est constitué et de façon simple, de telle sorte que, pour en parler concrètement, une personne qui ferait un AVC à Saint-Laurent-du-Maroni, qui a un scanner à Saint-Laurent-du-Maroni, eh bien, le spécialiste neurovasculaire de Cayenne puisse très rapidement avoir un accès complet aux images et en fonction du tableau clinique pouvoir prendre une décision, s'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique, de faire une thrombolyse. Et quand on sait que le temps, le cerveau c'est du temps, plus vite on prend une décision, plus vite on sauve du cerveau. Donc voilà, c'est ce partage d'images, je dirais rapide, de l'ensemble des images permet de poser un diagnostic et une conduite à tenir. C'est ça tout l'intérêt. Quand on met en place des infrastructures comme cela, le patient est au centre du système. Ce qu'on souhaite, c'est une meilleure prise en charge des patients et puis rationaliser les évacuations sanitaires, permettre effectivement de prendre en charge le degré d'urgence de manière beaucoup plus pertinente. Donc c'est le patient qui est au centre du système quand on met en place des systèmes de santé comme cela. Je vous le disais en titre, elle est l'unique filière en son genre dans le territoire, sans doute une bonne nouvelle pour le secteur du BTP. Un BTS bâtiment en apprentissage est lancé au lycée Léon Contran Damas. La formation fait ses premiers pas avec un cru de 18 élèves cette année. Ils ont 2 ans devant eux avant d'être livrés au marché de l'emploi, mais les présentations ont déjà été faites ce matin avec des chefs d'entreprise. Jonathan Lariot. En Guyane, la filière du bâtiment représente un plan de carrière relativement sûr. Et cette information, ces lycéens l'ont bien enregistrée. Ici, ils sont 18 à se lancer dans le premier BTS BTP en alternance, mis en place par le lycée Léon Contran Damas de Remire-Montjoly. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le bâtiment, toucher. J'aime pas que le travail, mais j'aime aussi tout ce qui est bureau d'études, chiffrage. Dans la finalité, j'aimerais bien être directeur d'études. Après, je sais qu'il faudra que je fasse des études en plus. Je suis ici du lycée professionnel des métiers de Balata. Le BTP, c'est mon rêve. J'ai voulu être architecte au début. Je voudrais avoir plus de connaissances en entreprise et en même temps en études à l'école. Donc c'est pour cela que j'ai choisi cette filière. Au lieu de rester en initiale seulement, sans connaître vraiment les entreprises avec les stages. Tandis que si on a un peu de cursus en entreprise. Une dizaine d'entreprises ont répondu à l'appel de l'établissement. Elles fourniront le stage pour permettre l'alternance entre les cours et la découverte du métier. Lorsqu'on est en BTS en alternance, on a une partie de son temps en entreprise et une partie du temps au lycée. Donc c'est ça qui fait la différence et surtout on a signé un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on est lié à l'entreprise par un document qui signifie que vous êtes aussi un salarié et vous avez des droits et des devoirs du salarié, mais vous êtes apprenti et donc vous apprenez le métier et l'alternance se fait sur le fait que vous allez passer le diplôme au bout de 2 ans, mais en ayant fait un chemin qui est différent de celui qui vient au lycée tous les jours. Une initiative qui vient raviver la flamme d'une possible résurrection du BTP. Malgré des coupes budgétaires quasiment fatales pour la filière, le bâtiment reste le premier fournisseur d'emploi dans le département. Il faut préparer les cadres de demain. Une reprise, il y en aura forcément une. Donc c'est essentiel de continuer à former les gens et à former les jeunes. Ils auront déjà la possibilité d'un premier emploi. Ils auront déjà un contact beaucoup plus important par rapport à leurs camarades qui n'auront qu'une formation initiale. Ils auront déjà une expérience de terrain et une expérience avec une entreprise. Ça permet d'avoir aussi un contact plus fin avec le jeune et de savoir un petit peu mieux ce qu'il veut. Un parcours de 2 ans attend ces futurs architectes, chefs de chantier ou autres fonctions qui composent les métiers du bâtiment. Aujourd'hui est un premier jour dans l'établissement de leur avenir professionnel. Direction la Guadeloupe dans le cadre du fameux Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. La maladie n'est pas toujours synonyme de fatalité. Certaines femmes sont bien décidées à le démontrer, notamment en soignant davantage encore leur apparence. Linda Kayersi. Liliane est en rémission d'un cancer du sein. Pour gommer les marques de la maladie et les traitements, rendez-vous chez son esthéticienne. Pour qu'on me dessine des sourcils parce que je n'en ai pas. C'est déjà quelque chose de tellement difficile à supporter, à se remémorer. Donc tout ce qu'on peut faire pour essayer de ne plus y penser est bienvenu. Le soin esthétique pour lequel elle a opté, le hair stroke, un maquillage permanent des sourcils. J'ai toujours fait attention à mon apparence extérieure, si bien que tous les gens qui me connaissent me disent « Ah ouais, tu es toujours élégante, toujours bien ». Je sais pas, moi je pense que c'est une question de politesse vis-à-vis des gens, de ne pas se montrer décati, fatigué.
C'est ma façon d'appréhender la vie. Très en vogue, de nombreuses femmes, au profil de Liliane, ont recours à ce soin esthétique. Ici, cancer et féminité se conjuguent pour aider les femmes à se sentir plus en accord avec leur image. J'ai eu des clientes justement qui revenaient de chimio et qui me disaient mais pourquoi on ne savait pas ça avant? Même si elles perdent leurs cheveux, maintenant il y a toujours des moyens de combler, mais par rapport aux sourcils, c'est très très important. Donc du coup maintenant on a une vraie solution à leur apporter et elles peuvent le faire avant. Donc comme ça pendant tout le processus de guérison, elles peuvent toujours garder cette féminité des sourcils. Ce n'est pas la première fois que la retraitée a recours à ce maquillage permanent des sourcils. Pourtant, les interrogations subsistent avant de passer en cabine. Quelle teinte choisir pour dessiner ses sourcils? La technique employée est-elle douloureuse? Aïda se veut rassurante. Sur la technique d'hyperréalisme de maquillage permanent, on va essayer des teintes qui se rapprochent le plus de la carnation de la cliente. Donc je vais essayer 2 teintes se rapprochant, on va les laisser évoluer dans la peau et on verra comment votre mélanine personnelle réagit. Et à ce moment-là, on prendra la couleur qui se rapproche le plus. Pour des raisons d'hygiène, le tournage s'arrêtera ici. Après 45 minutes de prestation en cabine, le résultat est très réaliste et tout en subtilité. Liliane a le sourire. Pas mal du tout. Je me disais, bon, mais je n'ai pas demandé combien de temps ça va durer, à quelle heure je vais sortir d'ici. C'était ma préoccupation principale. Je suis satisfaite du résultat, mais oui, parce que, bon, d'abord j'avais regardé le tracé me convenait, et puis le résultat, il a suivi le tracé, c'est bien. Avant de repartir, quelques conseils pour prendre soin de ce regard permanent, illuminé de femmes. Donc il faut pendant la semaine ne pas aller au soleil, ne pas se baigner, pas de sauna, pas de hammam, éviter le sport sauf si vraiment on met quelque chose sur les cheveux, qu'il n'y ait pas du tout de bactéries qui rentrent à l'intérieur pour une cicatrisation vraiment parfaite. Ensuite on s'hydrate le plus possible, plus la peau sera hydratée, plus le résultat sera joli. Et donc ensuite la cliente revient 3 semaines plus tard et là s'il y a des endroits où la peau n'a pas pris, là je réintroduis un peu de pigments pour que ça puisse tenir à peu près 3 à 5 ans. Aujourd'hui, la lutte contre le cancer passe aussi par la beauté. Se faire belle devient thérapeutique. On poursuit en Martinique avec des classiques de la littérature française adaptés à la culture africaine. C'est la proposition théâtrale de Guy Giroux. Le metteur en scène revisite des œuvres telles que Le Malade imaginaire de Molière ou encore Candide de Voltaire. Des pièces habilement revisitées et ouvertes à tous. Cette semaine, des séances sont adressées aux scolaires. Anaïs Gall. On se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le traitement que j'avais prescrit. Mais ce n'est pas moi. Voilà une hardiesse bien grande. C'est mon frère. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Une médecine que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventée et formée dans toutes les règles de l'art. C'est vrai que ces textes pourraient être adaptés dans n'importe quelle, à mon avis, culture, mais la culture africaine leur donne une chaleur, une musicalité. Vous avez vu qu'il y a un musicien de scène, leur donne une chaleur, un rythme, une pertinence qui est un plus par rapport au chef-d'œuvre original qui contient toute la froideur prussienne et la froideur voltairienne, par exemple. C'est une pièce classique qui est occidentale et puis déjà on l'adapte à notre sauce, à l'africaine et déjà ça c'est très original. Et il faut savoir que nous étudions aussi Voltaire à l'école et donc c'est un plaisir déjà d'incarner ce personnage qui date de centaines d'années. L'œuvre de Molière, c'est comme on dit, les grandes œuvres sont universelles. Donc c'est une œuvre qui parle tant aux Africains qu'au reste du monde. Donc pour nous, Africains, interpréter une œuvre de Molière qui est très universelle, c'est en même temps rentrer dans cette universalité. Je crois que c'est ce qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui. Allez, sortez, messieurs. Allez, dehors. Allez, sortez, messieurs. Allez, dehors.
Retour chez nous pour plus de théâtre encore. À Saint-Laurent, la compagnie Coco-Lampou forme chaque année de nouveaux comédiens depuis 2012. Ils sont en ce moment une dizaine à se lancer dans le 4e art, une promotion qui bénéficie d'ailleurs des conseils avisés de quelques metteurs en scène venus de l'Hexagone. Elsa Gonzalez. Au théâtre-école Coco-Lampou, entre répétitions et ateliers de formation, le rythme est soutenu pour ces jeunes comédiens et comédiennes. Ouvert depuis janvier 2012, cette école de théâtre propose 2 formations au métier des arts de la scène. Au-delà d'être une passion, comédien est avant tout une vocation. Comédienne, c'est un métier, c'est un travail. Certes, peut-être pas comme un autre, mais c'est un métier quand même. Et du coup, donc j'ai continué mes études finalement. Et quand j'étais en Angleterre, puisque j'ai passé un an là-bas, je me suis vraiment posée, je me suis dit, bon, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et je me suis dit, je veux être comédienne, actrice et chanteuse. Tout au long des 3 années de formation, les élèves ont abordé le théâtre sous plusieurs formes, de l'exercice d'improvisation à la danse. L'intervention de nombreux professionnels au travers des différents ateliers permet de progresser et d'avoir une autre vision du théâtre. Pour moi, je me faisais une idée de ce qu'est le théâtre et ma vision était assez fausse quand même. Donc déjà ce qu'est le théâtre et puis certaines façons de jouer aussi, plus naturelles. C'est-à-dire moi j'avais un gros problème au niveau des tics, c'est-à-dire que quand je jouais, j'avais tendance à faire un tas de gestes avec mon visage. Et du coup j'ai débarrassé ces mauvais tics-là. L'objectif d'une telle formation est de donner à ces jeunes artistes tous les outils dont ils auront besoin dans leur vie future. Nous donnons aujourd'hui avec le théâtre-école de vrais outils à nos jeunes pour qu'ils puissent avoir un outil de plus en sortant de ces 3 ans. Pour la première promotion, nous avons des élèves donc, qui se sont constitués pour les comédiens en compagnie de théâtre. Ils ont des créations, ils font des créations. Récemment, une partie des élèves ont passé un casting pour un rôle dans la série policière produite par Arte. Une occasion pour ces jeunes d'être en immersion dans la vie professionnelle. Un mot de sport pour finir. À présent, la sélection Guyane de football de retour au pays après l'annulation du match contre Haïti mercredi. Les Yanadokos s'apprêtent déjà à affronter une équipe, Saint-Kitts. Le match se tiendra demain à 20h au stade de Marlama. Les 2 équipes se sont déjà rencontrées 2 fois, chacune ayant remporté une victoire. Mais pour le sélectionneur Jair Karam, ces équipes ont déjà évolué. Écoutez. C'est un match complètement différent parce que là, on sait qu'il y a une qualification directe pour la Gold Cup. Les 2 collectifs ont complètement changé en 2 ans, donc ça sera une autre confrontation. Ils ont un football très engagé parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre. Nous, un football beaucoup plus technique parce que nous avons la culture du championnat de France, donc voilà, ça va faire une belle opposition. Et puis de toute façon, nous, on n'a qu'une idée en tête, c'est de nous qualifier. Donc que ce soit Saint-Kitts ou autre, on va jouer notre match à plus de 120%. C'est la fin de votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Après le ministre de l'Intérieur, la secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, est arrivée en Guyane aujourd'hui. Une semaine de déplacement dans plusieurs communes pour dresser un état des lieux sur la biodiversité. Elle a rencontré aujourd'hui les médias. Un BTS bâtiment, c'est une première en Guyane. La formation dans le secteur du BTP est lancée au lycée Damas à Rémière-Montjoly. Elle a été présentée ce matin, filière constituée de 18 étudiants, une aubaine à venir pour les professionnels du secteur. Enfin, chaque année, la compagnie théâtrale Coco-Lampou propose une formation sur casting. Une dizaine d'étudiants travaillent depuis 2 semaines avec des metteurs en scène venus de l'Hexagone. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans un instant, l'information nationale avec le journal de TF1. Puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, bon week-end, à lundi même heure.